Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Nous débutons cette édition dans la ville du centre de la Chine, Zhangzhou, où les premiers ministres des États membres de l'Organisation de la coopération de Shanghai ont commencé leur réunion sur le thème du développement régional. Il s'agit de la 14e réunion de ce genre. Les premiers ministres se sont entretenus sur les questions relatives au commerce, aux investissements, aux finances, au transport et à la culture. Li Keqiang accueille pour la première fois ses 5 homologues de l'OCS. Le Premier ministre chinois a débuté la rencontre par un rappel des missions de l'Organisation de la coopération de Shanghai. L'Organisation de la coopération de Shanghai est devenue une force importante pour le maintien de la paix régionale, de la stabilité ainsi que pour la prospérité. Elle est également devenue une plateforme de la coopération régionale importante en Eurasie. Le Premier ministre chinois a indiqué que cette réunion devait promouvoir davantage la coopération et apporter une nouvelle contribution à la stabilité et au développement de la région. Différents observateurs et des partenaires de dialogue ont également assisté à la rencontre. Li Keqiang a rappelé que l'organisation faisait face à d'énormes défis. La croissance mondiale actuelle s'est ralentie et beaucoup de pays font désormais face à des pressions pesant sur leurs économies. Cette croissance molle est accompagnée d'une crise géopolitique internationale et régionale complexe, avec la montée de l'extrémisme et du terrorisme menaçant l'ensemble de la communauté internationale. Le Premier ministre chinois a proposé de renforcer 6 aspects pour relever ces défis et de continuer à promouvoir le développement régional. Il a proposé de renforcer la coopération en matière de sécurité, de capacité de production, de connexion, de finances, de commerce régional, d'engagement social et de bien-être de la population. Après la rencontre, les premiers ministres des 6 pays membres de l'organisation ont signé une déclaration commune et une série de documents sur la coopération économique régionale. L'OCS, fondé en 2001, regroupe 6 États membres que sont la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan. L'Afghanistan, l'Inde, l'Iran, la Mongolie et le Pakistan constituent les États observateurs. Les États partenaires de dialogue sont la Biélorussie, la Turquie et le Sri Lanka. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a mis en lumière 6 domaines dans lesquels les États membres de l'OCS devraient coopérer dans le futur. Ces domaines sont la sécurité, la capacité, la connexion, les finances, le commerce et le social pour améliorer la vie des populations. Il a déclaré que la Chine allait fournir des technologies et des services aux pays de la région de façon à augmenter la capacité de coopération. Selon lui, l'amélioration des connexions comprendra les infrastructures traditionnelles comme les routes et les chemins de fer, mais aussi les satellites. Le Premier ministre chinois a aussi déclaré que les pays membres pourraient établir une alliance e-commerciale régionale et faciliter les procédures d'obtention de visas pour rendre les déplacements plus pratiques entre les pays. Et autre sujet d'actualité, la conférence mondiale de l'Internet 2015 commencera mercredi à Wuzhen, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. Plus de 2000 participants seront présents, dont le président chinois Xi Jinping et d'autres dirigeants étrangers, chefs d'organisations internationales et experts de l'industrie d'Internet. Les participants échangeront des idées sur des sujets comme la cybersécurité, les droits de la propriété intellectuelle sur Internet et l'innovation technologique. Le président chinois s'exprimera au forum qui prendra fin vendredi. Un porte-parole pour l'administration chinoise du cyberespace a déclaré que l'agence était prête pour l'événement. Elle espérait que grâce à la conférence, les gens du monde entier échangeront des idées, renforceront la coopération et prépareront l'avenir. Et la chaîne de télévision centrale de Chine a interviewé quelques acteurs importants de la conférence mondiale de l'Internet pour connaître leur point de vue sur la croissance industrielle du pays. Une légère demande mondiale a facilité les exportations chinoises. Les producteurs essayent de vendre leurs marchandises aux consommateurs chinois, mais le manque de canaux de vente rend les choses difficiles. Mais grâce à l'Internet, la situation a changé.
Taobao.com, plateforme de commerce en ligne du géant de l'Internet Alibaba, propose une catégorie de produits de qualité fabriqués en Chine. Cette action a pour objectif de redorer l'image des marques chinoises. Elle a rassemblé de nouveaux producteurs locaux qui luttent à cause de la hausse du coût de production des marchandises des entreprises mondiales telles que Nike ou Adidas. Nos produits se vendent désormais en ligne. Taobao nous a offert des opportunités de promotion et nos produits sont immédiatement rentrés sur le marché. Alibaba propose également des initiatives pour satisfaire la consommation agricole en liant les agriculteurs au reste du monde. Ceux qui n'ont pas accès à l'Internet peuvent à présent acquérir ce dont ils ont besoin en quelques clics. Si le commerce en ligne peut changer les réformes du pays dans les zones rurales avec l'agriculture et le bien-être des gens, eh bien, il s'agit d'une importante contribution pour le pays. La haute technologie est la raison pour laquelle l'Internet peut apporter de la vie à une entreprise moribonde et il s'agit du moteur de croissance de la Chine. Une voiture sans conducteur est testée pour les dernières évaluations dans la ville de Wuzhen où la conférence mondiale de l'Internet aura lieu. Elle peut démarrer, s'arrêter, contourner des obstacles. Cette technologie est une idée de l'entreprise de l'Internet, Baidu. Notre entreprise est basée sur la technologie depuis sa création. Jusqu'à présent, quelle entreprise chinoise a été capable de concurrencer ses rivaux mondiaux? Nous l'avons fait. Nous fournirons également une technologie sophistiquée et une plateforme pour aider les entrepreneurs. Le gouvernement chinois a amélioré la stratégie d'Internet et espérait utiliser la technologie pour relancer la croissance industrielle du pays. L'agence de voyage en ligne Ctrip vient de recevoir $1 milliard américains de financement, stimulant ainsi le financement total de cette année à $2 milliards. Les investisseurs valorisent l'industrie en rapide développement de l'Internet chinois. Ils ont confiance en nos équipes de gestion. Les analystes pensent qu'outre la technologie et l'environnement, le talent est le facteur le plus important pour renforcer une économie. Ils pensent qu'au travers de la croissance de l'Internet et de son esprit de créativité et d'innovation, la Chine aura une série d'entreprises et même d'industries chinoises pour la Chine. La conférence mondiale de l'Internet se déroulera donc à Wuzhen. C'est une destination touristique pittoresque au bord d'un cours d'eau, pas très éloigné du siège du géant chinois de l'Internet Alibaba. Avec l'aide d'Internet, Wuzhen s'est rapidement transformée en ville intelligente qui combine son histoire et ses traditions avec les technologies modernes. Il se prépare à accueillir d'une façon traditionnelle des invités venus du monde entier. Nous nettoyons notre magasin de fond en comble. Nous espérons laisser une bonne impression à nos visiteurs. Mais Wang n'est plus dans la tradition lorsqu'il s'agit d'exploiter le potentiel d'Internet. Comme ceux de la plupart de ses pairs, son magasin d'apparence traditionnel n'est qu'un point de vente. L'ensemble de la ville étant couverte par le Wi-Fi gratuit, quasiment tous les magasins sont également présents sur Internet pour essayer de cibler intelligemment les Chinois urbains qui cherchent à s'évader des grandes villes bruyantes et turbulentes. Avec ses milliers d'années d'histoire, la vieille ville de Wuzhen accueille une conférence internationale consacrée à l'industrie la plus neuve, l'Internet. Et la ville elle-même se développe rapidement avec l'aide de technologies de pointe. Si flotter sur un bateau peut paraître romantique, ici c'est faire du vélo qui est plus réaliste. Et la façon d'obtenir un vélo est assez malin. Vous n'avez besoin que d'un smartphone et de scanner un code QR. Puis vous pouvez louer le vélo qui sera gratuit la première heure. Puis ce sera 1 yuan par heure supplémentaire qui ne se paye pas en liquide mais via votre smartphone. Si jamais votre téléphone n'a plus de batterie, ce n'est pas un problème. Ici à Wuzhen, il y a plusieurs bureaux d'information intelligents où vous pouvez utiliser la technologie de chargement sans fil. Et pendant le temps du chargement, vous pouvez également utiliser cette machine pour connaître votre emplacement ou pour passer de courts appels téléphoniques. L'une des utilisations les plus intéressantes de cette machine selon certains, et probablement la moins intéressante selon moi, c'est de pouvoir prendre des selfies. Avec un scanner de code QR, la photo est instantanément téléchargée sur votre téléphone mobile.
Mais la ville intelligente n'est pas seulement destinée à plaire aux jeunes touristes. Les technologies utilisées ont également pour fonction de répondre à l'un des problèmes les plus épineux en Chine, le vieillissement de la population. Les citoyens de la ville de Wuzhen, les plus âgés, sont pris en charge intelligemment. Nous donnons aux personnes âgées des instruments portables qui envoient des signaux à notre siège. C'est très utile pour les personnes âgées qui vivent seules. Par exemple, si un de nos utilisateurs ne bouge pas depuis un bon moment, le système va nous alerter sur le danger potentiel lié à la maladie de la personne. Avec un mélange de tradition et de modernité, la ville de Wuzhen continue d'explorer sa propre voie en répondant à l'appel du gouvernement pour construire des villes et des villages intelligents avec l'aide d'Internet. Wang nous dit que les technologies dont il profite aujourd'hui pourraient bien devenir le futur de la vie urbaine de tout un chacun en Chine. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Nous sommes à quelques heures de la réunion la plus attendue de l'année. À partir de ce mardi, l'organe décisionnaire de la Réserve fédérale américaine et le comité fédéral de l'Open Market se réuniront pendant 2 jours afin de déterminer si l'économie est suffisamment solide pour augmenter les taux. La plupart des analystes s'attendent à ce que la Réserve fédérale relève ses taux. La présidente Janet Yellen a indiqué qu'il ne les ferait peut-être pas en décembre, mais depuis, les données économiques incluant les chiffres de l'emploi et les dépenses de consommation des ménages prouvent que les conditions économiques sont propices à une hausse. Les analystes ont suggéré de surveiller 2 points. Les prévisions de la Fed concernant la croissance économique, ainsi que le niveau prévu des taux à la fin 2016 et 2017. L'anticipation d'une hausse des taux a pénalisé les marchés émergents qui sont exposés au dollar et affaibli les devises. La Réserve fédérale américaine va probablement relever ses taux d'intérêt pour la première fois en 9 ans mercredi. Et étant donné les implications mondiales, l'Europe, comme le reste du monde, regarde cela de très près. En des temps plus stables, une petite intervention sur le taux d'intérêt de référence de la Réserve fédérale américaine n'aurait pas fait sourciller l'Europe. Mais ce n'est pas le cas cette fois. L'euro s'échange déjà à un plus bas de 10 ans contre le dollar. Toutefois, de nombreux analystes ne s'attendent pas à une autre baisse immédiate si la Fed relève son taux de référence. L'impact ne sera pas si important car nous avons déjà vu une forte dépréciation de l'euro en 2015 en prévision de ce que la Fed déciderait. Ce qui compte réellement, ce seront les lignes directrices données par la présidente de la Fed, Janet Yellen. Le marché attend une hausse très graduelle des taux d'intérêt l'an prochain. La manière dont Janet Yellen le dira au marché sera importante. Si la Fed fait allusion à d'autres hausses de taux l'an prochain, l'euro chutera probablement davantage. La parité est probablement un scénario à envisager étant donné que personne n'est réellement intéressé pour garder l'euro fort, que ce soit au sein de la zone euro avec le fort intérêt de l'Allemagne pour les exportations et en même temps nous ne voyons aucun intérêt du côté de l'UE de garder un euro élevé. Le coût des importations libellées en dollars comme le pétrole et le gaz augmenterait, même si ces derniers connaissent des prix très bas en ce moment. Un euro plus faible pourrait booster les exportations pour les pays comme l'Allemagne, mais personne n'est convaincu. La majorité des récentes dépréciations que nous avons vues, le yen et l'euro, ont eu un très petit, si ce n'est pas d'impact du tout sur la balance commerciale et l'appréciation que nous avons observée sur le renminbi chinois et le dollar n'a pas altéré les exportations de manière importante, comme nous le pensions. Une préoccupation majeure pour l'Europe est une hausse des taux de la Réserve fédérale qui affecterait les marchés émergents, qui comptent pour un quart du commerce extérieur de l'ensemble de l'Union européenne. Le vaisseau spatial le Soyouz avec à bord 3 astronautes est en route pour la station spatiale internationale après avoir décollé de la plateforme de lancement du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Le trio, composé de l'astronaute de l'agence spatiale européenne Tim Peake, de l'astronaute de la NASA Tim Kopra et du cosmonaute russe Yuri Maleshenko, doit passer près de 6 mois à bord de la station spatiale internationale. Peake a déclaré qu'il espérait que la mission déclenchera l'intérêt pour l'espace et la science au sein de la jeune génération. L'astronaute britannique a par ailleurs ajouté qu'il contemplera la Terre le jour de Noël et n'oubliera pas de regarder le nouveau Star Wars à bord de la station spatiale.
En 1985, la Chine a lancé la construction de sa première centrale nucléaire. Après 30 ans de développement, elle a rattrapé peu à peu les retards et se place au premier rang en termes de technologie nucléaire. Plus de détails. Avec le développement de l'industrie nucléaire chinoise, deux marques nucléaires de troisième génération, intitulées CAP 1400 et Hualong 1, ont attiré l'attention de plusieurs pays qui cherchent à se procurer de l'énergie propre. Créé par l'Institut de recherche en ingénierie nucléaire de Shanghai, CAP 1400 a un système de sécurité passif. Quand un accident se produit, le système peut assurer la sécurité et disperser la chaleur au sein du réacteur grâce à la gravité, à l'évaporation et à d'autres phénomènes naturels. Le système de sécurité passif peut résister aux catastrophes qui ont provoqué l'accident nucléaire de Fukushima. En cas d'accident grave, le système peut réagir automatiquement et assurer la sécurité de l'ensemble sans interruption de l'opérateur nucléaire pendant 72 heures. En novembre 2014, la State Nuclear Power Technology Company et la compagnie américaine Westinghouse ont signé un mémorandum avec la Turquie sur la construction de 2 réacteurs d'AP1000 et 2 réacteurs de CAP 1400. Le projet est en préparation. L'autre marque chinoise, Hualong 1, a une double enceinte de confinement et peut résister au crash d'un avion de grande taille et un séisme de magnitude 8. La construction du premier réacteur de Hualong 1 a commencé le 7 mai 2015 à Fuqing, dans la province du Fujian. L'autre site de modèle de Hualong 1 va commencer avant la fin de cette année à Fangchenggang, dans la région autonome Zhuang du Guangxi. La construction durera environ 2 ans. L'installation des équipements et les opérations d'essai prendront environ 3 ans. Le réacteur qui utilise les technologies de Hualong 1 entrera en fonction avant la fin de 2021. Le premier accord de construction d'une centrale nucléaire qui utilise les technologies de Hualong 1 a été signé entre la Chine et l'Argentine le 4 février 2015. En octobre, un autre accord a été signé lors de la visite officielle du président chinois au Royaume-Uni qui prévoit la construction d'un réacteur de Hualong 1 à Bradwell. Chaque réacteur nucléaire a besoin de plus de 80 000 appareils, ce qui implique la participation de plus de 200 entreprises et la création de plus de 150 000 emplois. Selon une enquête, plus de 60 pays situés près de la route de la soie souhaitent construire des centrales nucléaires. La technologie nucléaire chinoise a donc un bel avenir devant elle. L'exportation des technologies nucléaires chinoises comme Hualong 1 signifie que la Chine entre dans le club très fermé des pays exportateurs de centrales nucléaires, ce qui était difficile à imaginer il y a une dizaine d'années. La centrale nucléaire et le train à grande vitesse représentent les nouveaux produits fabriqués en Chine. Dans le futur, ils joueront un rôle encore plus important dans le cadre de la coopération et du commerce international. Zhang Hao, CCTV, Fangchenggang. D'autres trésors ont été découverts sur le site de Rairunro depuis le dernier reportage que nous avions fait sur ce grand site archéologique remontant à la dynastie des Han. Des objets en ambre, jade et bronze ont été mis au jour après la découverte de pièces d'or, d'instruments de musique et de chars sacrificiels. Ces découvertes aident les archéologues à mieux comprendre la vie de la noblesse il y a plus de 2000 ans. Nous nous rendons maintenant sur le site du cimetière de Rairunro dans la province du Jiangxi. Parmi les dernières découvertes, un ambre de la taille d'un grain de raisin découvert dans la chambre mortuaire. Un nouvel indice qui porterait à croire que le propriétaire de la tombe appartenait à l'aristocratie. Yang Jun est le chef de l'équipe archéologique. C'est un ambre rouge qui contient des insectes. C'est un ambre de première catégorie. En se basant là-dessus, nous pouvons en déduire que la personne qui est enterrée ici devait être un noble. L'équipe a aussi découvert une pierre bleue de toute beauté, plusieurs jades et un pendentif en jade finement gravé. Les recherches des experts suggèrent que le pendentif en jade décoré de dragons et de phénix était un accessoire porté à la ceinture. Seul l'empereur ou des vassaux pouvaient porter une telle pièce, ce qui nous fait dire qu'il s'agissait du premier marquis de la dynastie des Han de l'Ouest. Ces découvertes en disent beaucoup sur le style de vie des nobles à cette époque. Le cimetière de Rairunro ou marquis de Rairun contient 8 tombes et un site où ont été enterrés des chars,
couvrant environ 40 000 mètres carrés. C'est le cimetière le mieux préservé de Chine et il a déjà produit plus de 20 000 artefacts. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 1h30 pour l'Afrique Info. Excellente suite de programme.